va parler de lin bio et de techniques agricoles du bio. J'invite Dominique Collin, Joris Soenen, Méline Schmitt et Gaëtan Delacroix. On a des agriculteurs qui sont chacun dans un des bassins de production de lin, qui vont nous parler un peu technique du bio. Bonjour Joris. Gaëtan. Donc Gaëtan, vous savez dans quelle région il est. C'est lui qui nous invite aujourd'hui. Dominique en Seine-et-Marne. Méline dans la plaine de Caen et Joris dans l'Eure. Il nous manque presque que le nord de la France, mais on a à peu près tous les bassins liés. Dominique, je te laisse démarrer sur le lin bio. Donc Dominique Collin, producteur de lin depuis 2005. Je pense avoir été dans les premiers à se lancer dans cette aventure, en sachant que en 2005, oui, il y avait du lin de produit dans la région en conventionnel, mais en lin, on ne savait pas si ça allait être possible. Ce qu'on peut dire, c'est que presque 20 ans plus tard, du lin bio, on en trouve dans tous les bassins de production, du Nord, Normandie, Seine-et-Marne. Et le lin bio, c'est possible, techniquement. Le défi global du bio, c'est la technique. Techniquement, le bio, c'est suivre un cahier des charges qui nous interdit l'utilisation d'engrais chimiques, qui nous interdit l'utilisation de pesticides, ni d'OGM. Donc, n'ayant pas ces solutions, on va devoir trouver d'autres techniques. La chance avec le lin, c'est qu'une culture qui est très peu gourmande. Et donc, on s'aperçoit quand on produit du lin en bio, on arrive à avoir des rendements qui sont peut-être 80-75% du rendement du conventionnel. Et c'est une des cultures où, en fait, on a peut-être le moins d'écart avec la conduite classique. L'idée de la table ronde, c'était de tracer, en fait, tout ce qui est technique innovante au niveau du bio. Et donc, au niveau des techniques innovantes, en fait, on va chacun essayer de voir qu'est-ce que le bio nous a permis de développer sur nos exploitations pour arriver à trouver les solutions. Alors, tu as été sans doute le premier, effectivement, en 2005, du lin bio en France. Il y en avait, je ne pense pas ailleurs que chez toi. Quelle a été la raison pour laquelle toi, tu as mis du lin dans ta rotation? Parce que tu étais déjà en bio avant de démarrer le lin. Donc l'exploitation en fait a été convertie en 2002 et au bout de la phase de conversion, donc l'idée c'était de faire du lin en espérant que ça puisse fonctionner. Première année, on va dire que c'est la chance du débutant, très bon rendement, très bonne qualité. Et puis ensuite, les années se sont succédées avec des échecs, des réussites. Et dans l'idée, c'est toujours d'essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Quand ça marche bien, c'est Dame Nature qui est sympa avec nous, tout est bien aligné. Par contre, quand ça ne fonctionne pas, les raisons sont multiples. Et en tant qu'agriculteur bio, on a trouvé en fait pourquoi ça ne fonctionne pas. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de la technique, le sol, les variétés, les techniques utilisées, le désherbage mécanique qui peut être bien, mais qui peut être aussi très très agressif, la place dans la rotation, voilà, il y a tous ces éléments. La rotation, peut-être, Joris, tu veux en parler un peu? C'est un sujet important, on y reviendra un peu plus en détail pour cet après-midi, mais déjà tu peux donner un mot sur la rotation? Bonjour, Joris Soenen, je suis dans le nord du plateau du Neubourg. La rotation, c'est un outil puissant de désherbage. En fait, comme
il y a le curatif mécanique et on ne veut pas de curatif chimique. Du coup, il faut blinder le système en prévention des mauvaises herbes, par exemple, ou des maladies, parce que il y a une année comme cette année, par exemple, où il a plu pas mal pendant les périodes où on pouvait désherber mécaniquement. On pouvait pas à cause de la pluie, de la météo. Donc si on n'aurait pas blindé le système au niveau qualité de rotation, donc c'est-à-dire nous sur la ferme c'est de la prairie temporaire pâturée par les vaches pendant 3 à 5 ans, on fait une céréale, ensuite on fait un lin textile et après ça on repart en céréale une année, puis après on fait peut-être 2-3 céréales, ça dépend parce que nous avec l'élevage on est très flexible là-dessus. Et puis, oui, puis voilà. Tu peux donner l'exemple de... Ah oui. L'exemple de ce que tu fais toi comme rotation pour le lin? Donc oui, c'est 3,50 prairies, une céréale, donc du blé panifiable. On fait un lin textile. Et derrière, on refait une céréale. Et après, on repart pour peut-être 2 ou 3 années de céréales, selon la place de la parcelle, si c'est accessible aux vaches laitières ou pas. Et entre chaque culture, je fais un couvert. Et mon couvert est pâturé par mes vaches laitières ou par mes génisses, mes petites vaches. Ce qui me permet de détruire des adventices à moindre coût. Et puis les vaches, quand elles digèrent certaines graines de mauvaises herbes, quand ça ressort, la graine n'est pas viable. Et nous aussi, on a une particularité, c'est la 3e année qu'on fait du lin sans désherbage mécanique, volontairement. Donc bio, sans désherbage chimique et sans désherbage mécanique. Sans désherbage mécanique. Mais du coup, on blinde encore plus le système en amont. Avant, on faisait du labour d'hiver, après on faisait du labour avec du faux semis. Et en fait, on avait remarqué dans l'heure, nous, ça sèche assez rapidement. Donc 2020, on s'est fait avoir. On a eu un lin de 3 tonnes. En fait, le faux semis a asséché le profil. Et du coup, on a semé dans du sec. Et quand on travaille du sol sec, les quenopodes, ils se mettent à pousser. Donc on a remarqué ça. Et du coup, maintenant, ce qu'on fait, on laboure et on sème dans les 3 jours, en affinant une fois le lendemain du labour. Et on sème juste après. Et c'est vrai que le lin, comme ça, il part direct. Le sol est encore frais. Et les mauvaises herbes n'ont pas le temps de s'installer. Parce que des fois, le faux semis, on peut en rater quelques-unes. Quelques mauvaises herbes. Et c'est vrai que j'ai refait des essais de désherbage pour juste une bande pour voir. Et puis bon, je n'ai pas vu de différence à l'œil nu. Donc, et puis ça s'arrachait pareil, donc impeccable. 2023, c'était vraiment propre. Cette année, c'est propre, le lin est au-dessus. Les mauvaises herbes sont en dessous, donc ils vont se faire étouffer. Et la problématique en lin bio, ce que je remarque, c'est après l'arrachage. Parce que l'arrachage refait un faux semis. Et là, on peut avoir la rognée des oiseaux qui prend pas mal d'ampleur. Mais maintenant, on a les fameuses souleveuses jaunes là, qu'il y a dans la cour, Van Isegem. Et là, c'est vrai qu'on peut passer d'un champ vert à un champ de lin en un passage. Et c'est vrai que c'est un atout supplémentaire dans l'agriculture biologique. Et là, peut-être aussi au retournage, est-ce qu'on ne pourra pas passer une essimeuse sous la... La souleveuse, il y en a une dans la cour devant, c'est l'appareil avec des dents recourbées comme ça. Ouais, c'est la machine jaune qui est portée derrière le tracteur. Et il y a la retourneuse qui permet de retourner. Est-ce qu'il ne faut pas une essimeuse à ce moment-là en dessous pour bien fignoler et remettre bien le lin par terre? Mais voilà. Et puis les rendements sont assez satisfaisants chez nous. On est toujours dans la moyenne. Et voilà. Okay. Peut-être parler des intercultures, Gaëtan, dans la rotation, est-ce que... Oui, donc on est un peu tous sur la même problématique donc du rôle de la rotation dans nos cultures. Nous, on a une autre problématique sur le Pays de Caux, c'est les problèmes d'érosion des sols et de fragilité des sols. Et
Alors moi, je suis en agriculture bio que depuis 10 ans, donc c'est court. Et j'étais issu d'un groupe plutôt en agriculture de conservation des sols. Et j'ai essayé de lier l'agriculture de conservation des sols, de protection des sols, avec l'agriculture bio. Donc c'est assez compliqué parce que le travail du sol, c'est un outil pour désherber, entre autres en agriculture bio. Et de joindre à ce travail du sol en fait des couverts végétaux. Donc les couverts végétaux, c'est des cultures qu'on fait entre deux cultures. C'est-à-dire qu'on récolte un blé, par exemple, au mois d'août. On va semer du lin début avril, et entre août et avril, on va semer des plantes pour structurer le sol, pour nettoyer le sol aussi. Et alors on fait beaucoup de travail sur nos fermes pour essayer de trouver les plantes idéales, pour essayer d'avoir des couverts les plus riches pour préserver la santé du sol. Voilà, donc après une céréale, en général, on met des pois, des févroles, on met du trèfle. Enfin, moi, c'est ce que je fais. On met des trèfles, des différentes plantes qui vont nous apporter de l'azote pour les cultures d'après, et qui vont surtout concurrencer les adventices. Donc tout ça, c'est pour essayer d'avoir des parcelles propres dans la rotation, et aussi apporter un engrais suffisant pour la culture du lin qui suit, quoi. Et ça a aussi un rôle, je crois, en termes de structure du sol. Méline, tu as des sols qui sont assez différents, je crois, sur ta ferme. Tu parles souvent de la structure du sol. Alors, j'ai pas toujours bien compris, mais tu vas peut-être nous expliquer justement quelle importance ça a. Donc Méline, je suis installée du coup plus au nord de Caen, c'est pas tout à fait la plaine, enfin plus le Bessin on l'appelle. Mais on retrouve une caractéristique de sol qu'on a aussi ici, hein, du limon, et souvent sur lesquels on installe le lin parce que c'est quand même dit de la bonne terre, mais aussi c'est de la terre très fragile. En fait, on a du limon battant, on appelle ça, qui par l'action de la pluie en fait a tendance à faire une petite croûte en surface qui devient imperméable. Et du coup, où on a des problèmes de battance, de tassement, etc. Et ce qui est très mauvais pour réussir son lin. Parce qu'on est en fait sur une plante à pivot, donc une racine pivotante qui descend profondément, à condition qu'on ait une structure suffisamment aérée et meuble. Et du coup, tout l'enjeu, d'une part, de la rotation, des couverts végétaux, comme disait Gaëtan, c'est de préparer en fait pour le lin une bonne structure. Déjà en surface, pour qu'on ait un lin qui démarre très vite, et ça pour s'affranchir des insectes, puisque on n'a rien de chimique pour s'en défaire, mais aussi pour un décollage, comme disait Joris, donc rapide du lin pour surplomber un peu les mauvaises herbes. Et on réfléchit aussi tout ce travail du sol dont parlait Joris aussi en amont. Alors c'est toujours un pari pris, c'est toujours un compromis avec la météo de il pleut pas, où il fait sec ou pas. Et donc c'est là où on va faire attention à travailler le sol, parce que d'une part on désherbe, mais aussi pas trop, puisqu'on va chercher à pas trop affiner la surface pour justement pas faire ce phénomène de battance. Et donc on est obligé de s'adapter beaucoup au type de sol qu'on a, et c'est la particularité des limons battants et qui provoque aussi l'érosion. Dont on a particulièrement ici. Merci Méline. Peut-être Dominique, tu peux revenir. Et puis je pense qu'il y a un aspect qui est important, c'est que agriculture bio, agriculture conventionnelle, c'est pas deux mondes différents. On parle de la même chose au départ. Et alors le fait de faire de l'agriculture bio, on a des contraintes liées au cahier des charges du bio qui obligent à innover sous contrainte. Mais ces innovations derrière sont aussi utiles à l'agriculture conventionnelle, la souleveuse, par exemple, il y a beaucoup d'agriculteurs conventionnels qui sont en train de s'équiper sur des souleveuses. Dominique, peut-être tu peux témoigner de ces ponts entre l'agriculture bio. En effet, donc, dans les différents témoignages, ce qu'on peut retenir, c'est que chaque agriculteur bio a ses spécificités liées à ses parcelles, liées à sa région, un contexte pédoclimatique différent, et tout le monde doit s'adapter. Tout le monde doit analyser en fait ce qui caractérise ses parcelles, pour pouvoir trouver les meilleures solutions. Et ce que nous, on doit faire, parce qu'on n'a pas l'utilisation d'engrais ou de produits chimiques,
on doit trouver d'autres solutions. Mais ces autres solutions sont adaptables pour tout le monde, je serais tenté de dire. Certains désherbages mécaniques pourraient très bien être envisagés en conventionnel, sans problème. La notion de rotation, qui est à mon sens la notion sûrement la plus importante, de la rotation dépend également l'enherbement de la parcelle de lin. C'est pareil, c'est quelque chose à réfléchir pour l'ensemble des liniculteurs. En termes d'innovation, c'est vrai que le soulever le lin, c'est une idée, c'est une piste que nous, bio, on est obligé d'avancer rapidement, n'ayant pas le Roundup. Voilà. Donc, par la force des choses, l'innovation est obligatoire pour pouvoir produire un lin de qualité et à un rendement correct. Merci pour ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ces aspects? Il y a une question au fond. Bonjour, Pierre Amadieu, Impact. Moi, le chanvre, mais je m'intéresse quand même au lin. Et surtout à l'agriculture biologique. La question qu'on se posait avec mes collègues, c'est on utilise des cultures dérobées, donc on enfouit dans le sol une matière organique fraîche. Est-ce que le lin accepte bien cette matière organique fraîche du coup, ou est-ce que ça peut générer des problèmes derrière de maladies? Et ensuite, quelles sont vos stratégies de rattrapage pour le côté désherbage, si jamais on vient à avoir des populations d'adventices un peu trop importantes? Et quelle stratégie de prévention, puisqu'en bio on est surtout dans la prévention, des problèmes de fongiques, de maladies, voire de parasites? Merci. Dominique, peut-être? Donc la première problématique par rapport à l'enfouissement des matières organiques, si j'ai bien compris, il n'y a pas que pour le lin, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans un sol, on ne devrait pas enfouir de matière organique fraîche. Soit ces matières organiques, elles restent au sol pour se disséquer tranquillement, que l'humidité s'en aille, ou alors on utilise des techniques qui évitent de faire des broyats de matière organique. C'est les techniques, par exemple, de destruction de couverts par un rouleau FACA ou de ce type-là. C'est-à-dire qu'on broie la matière, qu'on laisse sur le sol, 70 à 80% de l'humidité s'en va, s'évapore ou reste dans le sol. Et ensuite, cette matière organique va pouvoir être incorporée dans le sol de manière à ne pas créer des glais, par exemple, quand on a un hiver pluvieux. Sur la problématique des mauvaises herbes, il faut voir ça. Quelles sont les mauvaises herbes qui sont gênantes au niveau du teillage? Il y a des mauvaises herbes qui le sont, d'autres moins. Et là, clairement, sur ces problématiques-là, vous prenez par exemple la follavoine, qui peut être très très problématique en teillage. Et à l'inverse, vous prenez du vulpin, du vulpin sec dans un ballot de lin va tomber en poussière à la tailleuse. Donc il y a vraiment des stratégies différentes. Et là, c'est plus à nouveau la rotation qui va jouer son jeu sur le type de mauvaises herbes qu'on a sur son exploitation. Mais peut-être pour revenir sur les stratégies de désherbage mécanique pour attraper quand on a un effet d'adventice, vous avez tous des outils différents, je crois, dans les différents bassins. Oui, c'était... Allô, oui, c'était pour compléter, mais on fera un point justement peut-être un peu plus technique au champ, en fait, cet après-midi. Mais bon, les désherbages, ça va dépendre de la rotation, parce que par exemple, à la différence de Joris, moi j'ai pas d'élevage, donc il n'y a pas de prairie qui tourne, donc c'est d'autres principes. Il y a la bineuse qui est utilisée, donc moi j'utilise pas la bineuse, mais après ça dépend effectivement du type de mauvaise herbe et à quelle date on peut faire. Alors la souleveuse, c'est une très bon outil au ruissage, effectivement. Et après, en type de mauvaises herbes, donc on a les mauvaises herbes gênantes au teillage, mais il y a aussi les mauvaises herbes avant gênantes pour l'arrachage. Et donc, va aussi falloir gérer ça. Donc là, ça peut passer à des stades plus tardifs où on arrive maintenant. S'il y a vraiment à faire, ça va être de l'arrachage manuel.
Ou sinon, après, il faut se débrouiller avec sa RC-Tri et sa bineuse qui permet d'intervenir un peu plus loin dans les stades de développement, mais qui entraîne évidemment les matériels en amont qui sont adéquats avec la bineuse, donc le semoir, etc. Mais faut voir, voilà, il y a des crucifères qui sont très gênantes, les renouées, les chardons à l'arrachage quand même. C'est pas forcément les mêmes gênes pour le taillage, quoi. Après. Ouais, après on a, après on a la chance d'avoir pas mal d'outils quand même sous la main, différents types de RC-Tri, différents types de houes qui arrivent à faire du travail. Et en fait, je dirais c'est presque de l'expérimentation tous les ans. C'est-à-dire qu'il y a un type de herse qui va marcher et un autre type de herse qui ne va pas fonctionner. Et je ne sais pas comment c'est dans vos secteurs, mais ici, il y a un maillage de plus en plus développé d'outils de désherbage mécanique, soit chez les conventionnels, soit chez les bio. Et on arrive à avoir une gamme d'outils assez forte et assez disponible dans le secteur pour tester différents outils. Le binage, on en fait de temps en temps en lin, nous. Mais ça reste la solution de dernière minute, la dernière solution, quoi. Et pour revenir sur les maladies, on a des variétés tolérantes, surtout quelques-unes qui sont tolérantes à presque toutes les maladies qui existent. Donc déjà, c'est un point fort pour nous. Il y a aussi la rotation, il ne faut pas que le lin revienne trop souvent. Donc nous, il revient tous les 8-9 ans. Et aussi, donc pour les insectes, etc., on le sème plus tard. On sème dans un sol plus réchauffé que nos voisins conventionnels, jusqu'à présent. Peut-être un jour, ils vont nous rejoindre. Et comme ça, en fait, le lin, il pousse très fort. Les insectes n'ont pas le temps de le manger. Les mauvaises herbes, elles sont pris de court. Et puis aussi, c'est tout. Bonjour, Marie-Nièce pour la Chanvrière. Petite question un peu hors sujet, mais puisqu'on en est dans le machinisme agricole, est-ce que vous, pour ceux qui font aussi du chanvre, Dominique, je crois, est-ce que vous utilisez les mêmes outils de désherbage mécanique ? Depuis que je fais du chanvre, je n'ai jamais désherbé le chanvre. Très bonne transition. En fait, le meilleur désherbage, c'est quand on n'a pas à en faire en bio. Le désherbage mécanique, c'est une interaction sur la culture, donc obligatoirement, ça a une incidence négative sur la culture. Donc, ça veut dire que le désherbage mécanique, c'est vraiment le rattrapage. Le désherbage, il doit se faire en amont par la réflexion de la rotation. Et donc sur le chanvre, l'avantage par rapport au lin, c'est que le chanvre est une plante qui est très 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 couvante, avec un pouvoir relativement rapidement va étouffer les quelques mauvaises herbes qui vont lever. Passer les vivaces qui, elles, vont se développer. Le chardon et le rumex peuvent être problématiques. Mais on a quand même moins de problématiques de désherbage, d'enherbement, dans la mesure où on réussit le semis. Mais ça, c'est quelque chose qui est général à toutes les cultures en bio. La seule chose qu'on n'a pas le droit de rater en bio, c'est le semis, pour avoir une belle levée. La rotation et le semis. Peut-être une dernière question, parce qu'on va... Oui, Vincent, GRC de l'Évrecin. Juste une petite remarque. Il ne faut pas louper le semis, mais parfois ça loupe. Je pense à des adhérents l'année dernière qui ont été plaqués, comme Méline l'a signalé, et puis des attaques d'altise assez importantes. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne, il n'y a plus de semences, etc. Et cet adhérent-là pensait à fabriquer un petit aspirateur à altise. Du coup, voilà, j'élargis un peu le débat. J'en profite aussi parce qu'il y a des financeurs dans la salle. Ce genre de choses demande de l'investissement et surtout de la rapidité dans la mise en place de ces recherches. On ne peut pas prévoir des plans à 5 ans à l'avance. Donc il faudrait peut-être avoir une petite filière comme ça de gens qui puissent réfléchir très vite et essayer ce genre de choses. C'est comme les pièges colorés, par exemple.
Pour vous donner un exemple, moi j'ai testé les pièges autocollants dans le quinoa avec la casside, qui est un ravageur important de cette culture. Ça n'a pas fonctionné. Bon, j'ai fait ça avec mes petits moyens du bord. Voilà. Je pense que ce genre de choses pourrait être développé et ce sont des alternatives. Une tondeuse sous la souleveuse de Joris, un travail avec des mécanos, etc. Tout ça, ça peut être mis en place et ça peut être d'autres solutions. Donc voilà, mais ça demande des sous. Un petit complément sur la gestion des altises, qui reste le nuisible le plus important en lin. Je suis d'accord avec les techniques lorsqu'elles sont là, mais sûrement qu'il y a encore énormément de travail et de recherche à avoir pour savoir pourquoi dans certaines parcelles on a des altises et dans une autre on n'en a pas du tout la même année. Donc il y a sûrement des explications liées à la biologie de cet insecte et qui pourraient nous aider énormément. Donc là c'est plutôt Institut technique Arvalis, à mon avis, qui peut nous aider. Donc on l'a compris, agriculture bio et innovation, ça va de pair et c'est pas seulement tradition. Une dernière question ? Alors moi je sors un peu du désherbage mécanique pour parler de verse. Est-ce qu'il y a du coup une incidence du couvert précédent ou de la culture précédente sur la verse et du coup des plantes à éviter éventuellement ou à réguler ? Donc par rapport à la verse, encore une fois, on va gérer dans sa rotation en fonction de la disponibilité en azote. Donc par exemple, ça va être pas du tout les mêmes entre le système de Joris et de moi-même, qui a des vaches et des prairies, etc. Donc on va gérer avec déjà la variété qui est quand même résistante à la verse. Et ensuite, le lin, comme disait Dominique, c'est très peu exigeant. Donc en général, on fait en sorte de ne pas devoir réapporter de l'azote avant l'implantation du lin. De toute façon, on a très peu de solutions aussi en bio, et on va gérer. Donc, dans les intercultures, par exemple, on va pas forcément mettre les mêmes chez Joris ou chez les autres collègues, puisque moi, je vais chercher justement à quand même en apporter un peu de par mon précédent. Aussi dans la rotation, où souvent j'ai une association d'une céréale et d'une légumineuse, et je vais rajouter en couvert des légumineuses parce que moi j'ai très très peu d'azote dans mes sols. À côté de ça, Joris qui a déjà des prairies qui tournent ou des vaches même qui fait pâturer, il va pas du tout réfléchir sur les mêmes espèces. Et donc en fait la verse se gère quand même comme les maladies se gèrent plutôt bien en bio, si on arrive à si on réfléchit avant notre pool d'azote qui est pas Donc les plantes, quand on veut pas d'azote, on met pas de légumineuses, et puis quand on veut plus d'azote, on met. C'est aussi des arrière-effets. Peut-être Gaëtan, tu vas ajouter quelque chose sur la verse avec les reliquats d'azote et les intercultures ? Moi je suis un petit peu comme toi, c'est-à-dire que j'ai pas d'élevage, donc j'ai plutôt tendance à mettre des légumineuses dans les intercultures pour avoir un minimum d'azote quand même dans les parcelles. Après, je pense aussi que la dynamique de l'azote en agriculture bio est pas du tout la même. L'azote organique qui est obtenu par la minéralisation n'a pas le même effet, je pense, sur la plante que de l'azote que des solutions azotées ou des choses comme ça sur la plante. Et je pense qu'on est un petit peu moins fragile sur nos lins avec l'azote le genre d'azote qu'on apporte. Après, moi, j'ai peu de reliquats azotés dans mes cultures, mais malgré tout, j'ai de l'azote qui est disponible tout au long de l'année pour les cultures, pour les céréales ou pour le lin. Et on arrive à des résultats intéressants quand même, alors qu'au démarrage, on n'est peut-être pas nécessairement, mais ça minéralise tout au long de l'année. Et aussi, là, on est en train d'essayer à plusieurs de stresser le lin. Donc à 40 cm, on le verse mécaniquement. Donc avec une herséterie, moi j'ai essayé avec un petit rouleau d'1 mètre directement sur le lin. Il s'est redressé et apparemment il sera stressé et du coup il sera beaucoup plus rigide pour la suite. Donc à voir. Un petit complément sur l'azote. À ce jour, moi j'ai 20 ans d'historique sur des reliquats azotés dans mon système. Et on a des années, on a des reliquats qui vont au-delà de 100 unités de reliquats avant le semis. On est monté jusqu'à 140.
et pourtant le lin ne verse pas. Donc c'est quand même bizarre. Et donc je confirme, en fait, il y a une dynamique complètement différente dans l'origine de l'azote dans le sol. L'azote issu de la minéralisation ne réagit pas pareil que l'azote qu'on va mettre sur le sol d'origine minérale. Merci à tous. On le voit, il y a encore plein d'innovations à faire. Bravo.